Nixon est devenu le premier président américain à visiter la Chine communiste. Et nous en ressentons encore les effets aujourd'hui. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cette semaine marque le 50e anniversaire du voyage révolutionnaire du président Richard Nixon en Chine, le 21 février 1972. Ce voyage a ouvert la voie à la normalisation des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, et à l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Étant donné que vous pouvez acheter chez Walmart des sous-vêtements avec le drapeau américain fabriqué en Chine, je dirais que cette mission a été un succès. Mais en fin de compte, ce voyage a également ouvert la voie à tous les défis de sécurité auxquels les États-Unis sont confrontés aujourd'hui avec la Chine. Et je ne parle pas seulement du fait que certains de ces sous-vêtements ne sont pas très sécurisés. Lorsque Nixon s'est rendu en Chine, les tensions entre les États-Unis et la Chine communiste étaient élevées. Les troupes chinoises avaient récemment combattu les États-Unis en Corée, tenté d'envahir Taïwan, et soutenaient les troupes communistes nord-vietnamiennes dans la guerre du Vietnam. Pour notre jeune public, ce serait comme si Kanye West proposait d'enregistrer un album avec Pete Davidson après tout le drame survenu avec Kim Kardashian. Mais Nixon et son conseiller à la sécurité nationale, plus tard secrétaire d'État, Henry Kissinger, espéraient exploiter les tensions sino-soviétiques. Leur objectif était de creuser un fossé entre la Chine et l'URSS. Mais pour pouvoir rencontrer Mao, Nixon a dû faire d'importantes concessions. La première fut l'intervention non sollicitée de l'Amérique dans le différend sino-soviétique croissant, qui vit les forces soviétiques se déployer près de la frontière chinoise en 1969. Nixon a envoyé un message clair à Moscou que Washington répondrait à toute agression soviétique contre la Chine. C'est plutôt une grosse affaire, considérant qu'à l'époque les forces chinoises combattaient les USA au Vietnam. Pour nos jeunes téléspectateurs, ce serait comme si Kanye menaçait quiconque s'en prendrait à Pete Davidson, alors que Pete était sorti avec Kim Kardashian. Le président Nixon n'a rien demandé en échange de cette garantie de sécurité. Et Mao n'a certainement rien offert. Pas même un arrangement comestible, probablement parce que tous les agriculteurs sous Mao mouraient de faim. Mais il y avait une autre concession majeure, une qui, en ce moment même, pourrait conduire les États-Unis à une guerre avec la Chine. Je vais vous dire ce que c'est juste après cette courte pause commerciale. Bienvenue à nouveau. Pour que Nixon puisse faire son voyage historique en Chine, il a dû faire des concessions majeures au président Mao. Et il y avait une chose que Mao voulait plus que tout. Envoyer des femmes chinoises en Amérique. Ce n'est pas une blague. Mao a offert à Kissinger 10 millions de femmes chinoises. Pas pour lui personnellement. Pour les envoyer en Amérique parce qu'il y en avait trop en Chine. Apparemment, il ne voulait pas se taire à ce sujet. Il disait qu'il y avait trop de femmes, et trop d'enfants. Eh bien, le Parti communiste a certainement été capable de résoudre ce problème. Mais alors que le président Mao ne voulait pas de femmes chinoises, ce qu'il voulait vraiment c'était Taïwan. À l'époque, Taïwan était encore gouverné par une dictature militaire dirigée par Chiang Kai-shek. Chiang et le Kuomintang ont gouverné la Chine continentale jusqu'à sa défaite face aux forces communistes de Mao. Mais avant sa défaite finale, Chiang s'est enfui à Taïwan. Et Mao voulait désespérément porter le coup de grâce et prendre le contrôle de Taïwan. Le problème, c'est que les États-Unis étaient un fervent partisan de Taïwan. Dans les années 1950, Mao a tenté d'envahir Taïwan à 2 reprises. Il s'agit de la première et de la deuxième crise du détroit. Les 2 tentatives ont échoué, en partie grâce à l'intervention des États-Unis. Nixon lui-même était un ami personnel de Chiang Kai-shek, alors âgé de 83 ans, que Nixon appelait affectueusement « le vieux ». Attendez, Nixon avait un ami? C'est surprenant à entendre. Parce que même le chien de Nixon semblait ne pas pouvoir le supporter. On dirait que ce chien se dit « je me roule dans la boue, et ce type est toujours plus sale que moi ». Toutefois,
Le Premier ministre chinois, Zhou Enlai, a tenté de faire de la reconnaissance par les États-Unis du fait que Taïwan était une province de la Chine, une condition préalable à la visite de Nixon. Lors d'un appel téléphonique avec Kissinger, Nixon a déclaré « L'affaire de Taïwan, c'est assez inquiétant, je ne sais pas si nous pouvons faire quoi que ce soit à ce sujet, n'est-ce pas ?» Kissinger a répondu « C'est une tragédie que cela ait dû arriver à Chiang à la fin de sa vie, mais nous devons être froids à ce sujet. » Et le chien de Nixon a répondu « C'est pour ça que je te déteste. » En fait, dans les transcriptions de la première session de Kissinger avec Zhou Enlai, on voit Kissinger promettre « Nous n'avons pas soutenu et ne soutiendrons aucun mouvement d'indépendance de Taïwan. » Rappelez-vous, à l'époque, Taïwan n'était pas une démocratie. Chiang Kai-shek dirigeait une dictature militaire. Et Chiang voulait un jour reprendre la Chine continentale, ce qui semblait assez improbable. Kissinger finit par convaincre le Premier ministre Zhou Enlai d'accepter la réunion, en promettant que la reconnaissance par les États-Unis de Taïwan comme province chinoise était l'orientation ultime de la politique américaine. Dans un mémo adressé à Nixon, Kissinger écrit « Zhou a accepté ma position selon laquelle un certain temps serait nécessaire, c'est-à-dire bien avant la fin de votre second mandat. Mais cela ne s'est jamais produit. Le second mandat de Nixon a été écourté à cause du scandale du Watergate. C'est vrai, le Watergate a sauvé Taïwan. Les États-Unis ont fini par couper les liens diplomatiques officiels avec Taïwan. C'est arrivé sous Jimmy Carter, en 1979. Cependant, un congrès favorable à Taïwan a adopté la loi sur les relations avec Taïwan, qui garantissait que les États-Unis fourniraient des armes défensives à Taipei, ce qui a rendu Pékin furieux. Parce que même Mao savait qu'une prise de contrôle de Taïwan par les communistes chinois devrait être sanglante. Il ne croyait pas à une transition pacifique. Mao a dit, c'est une bande de contre-révolutionnaires. Comment pourraient-ils coopérer avec nous? Peut-être que si vous n'aviez pas affamé vos fermiers, vous auriez pu commencer avec un arrangement comestible. Cependant, même si Nixon n'a pas officiellement pris la position que Taïwan était une province de la Chine, Nixon a donné à Mao la chose la plus importante. Il a ordonné la sortie de la 7e flotte du détroit de Taïwan et le retrait progressif des forces américaines de Taïwan. Quel a été l'héritage du voyage de Nixon en Chine? La Chine a continué son flux d'armes, de matériel et de certains combattants pour soutenir la conquête finale du Sud-Vietnam par Hanoï et la retraite humiliante de l'Amérique. Alors que Nixon voulait jouer la carte de la Chine contre l'Union soviétique, on peut dire qu'en réalité Pékin a joué une carte américaine contre l'Union soviétique. Pour notre jeune public, Mao a essentiellement tiré un DJ Khaled sur l'Amérique. Félicitations, tu viens de te jouer de toi-même. Et il semble que finalement, Nixon a commencé à réaliser que des erreurs avaient été commises. Dès ses mémoires de 1978, Nixon a écrit « Nous devons cultiver la Chine au cours des prochaines décennies, alors qu'elle apprend encore à développer sa force et son potentiel nationaux. Sinon, nous serons un jour confrontés à l'ennemi le plus redoutable qui ait jamais existé dans l'histoire du monde. » Selon l'ancien rédacteur de discours de Nixon, avant sa mort, Nixon craignait que la réunion ait changé le monde pour le pire. Il n'était pas aussi optimiste qu'il l'avait été auparavant, nous avons peut-être créé un Frankenstein. Et selon les commentateurs sentencieux de YouTube, en fait, Frankenstein était le docteur. Pas étonnant que tu te sois fait prendre, espèce d'idiot. Quant à Taïwan, Nixon a conclu que l'histoire avait dépassé l'unification, et que le parcours démocratique de Taïwan en faisait un partenaire de mariage incompatible pour Pékin. Il a déclaré « La situation a changé de façon spectaculaire. La séparation est permanente sur le plan politique. » Comme Kim et Kenny. Henry Kissinger, quant à lui, n'a jamais dérogé à l'accord que lui et Nixon avaient conclu avec Mao et Zhou Enlai. En fait, dans un discours prononcé devant l'Asia Society en 2007, il a averti Taipei de poursuivre ses accommodements politiques avec Pékin, car la Chine n'attendra pas éternellement. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à la question d'un fan qui soutient Chine non censurée sur le site de financement participatif Patreon, ou sur la plateforme de médias sociaux exclusive Locals. La question d'aujourd'hui provient de Min0119 sur Locals. Pourriez-vous faire un guide détaillé sur ce que les jeunes peuvent faire pour aider à combattre la Chine? Je boycotte déjà les produits et services chinois, éviter Google est difficile, mais je pensais à ma carrière. Je suis étudiant en ce moment, et je me sens un peu faible et impuissant. Pourriez-vous me suggérer des filières, des cheminements de carrière, ou des passe-temps que je devrais choisir si je veux aider cette cause? Excellente question. Nous travaillons actuellement sur un guide de ce que les gens peuvent faire, mais je vais vous donner l'essentiel. L'un des plus grands défis de la politique américaine à l'égard de la Chine est le fait que de nombreuses personnes ont été éduquées selon la philosophie de Kissinger sur la Chine. Engagement et apaisement.
L'idée que la Chine deviendra démocratique si nous continuons à injecter de l'argent dans un régime communiste autoritaire. C'est comme dire qu'un grizzly finira par devenir végétalien si nous continuons à le nourrir de veau. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés dans ce pétrin. Il y a donc un réel manque de politiciens, de diplomates, d'agents de renseignement, d'experts de groupes de réflexion, d'universitaires, etc., qui comprennent vraiment le Parti communiste chinois. Puisque vous êtes étudiant à l'université, si vous êtes intéressé, je vous recommande de faire des études chinoises. Maîtrisez la langue, l'histoire et la culture de la Chine et la culture distincte du Parti communiste. Devenez un expert de la Chine. C'est ainsi qu'à long terme, vous pourrez vraiment avoir un impact. Merci pour votre question et votre soutien. Et merci de nous avoir suivis. Rejoignez notre plateforme de médias sociaux exclusive sur Locals. C'est gratuit, mais pour les abonnés payants, vous aurez accès à encore plus d'avantages, notamment la possibilité de me voir répondre à votre question dans l'émission. Rendez-vous sur chinauncensored.locals.com pour en savoir plus. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine.